Eh bien, maintenant, nous allons quitter le Moyen-Orient et le golfe Persique pour aller dans le Caucase post-soviétique avec Candice Chabagnier, la montée des combats armés dans le Haut-Karabakh. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui ont organisé ce colloque. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la guerre du Haut-Karabakh et notamment à l'intensification des combats armés qui suivent le retrait des troupes soviétiques des territoires azerbaïdjanais et arméniens en 1992. Tout d'abord, récapitulons les années précédentes. L'affaiblissement de la puissance soviétique à la fin des années 1980 s'accompagne de l'émergence de revendications longtemps étouffées. Le Caucase s'enflamme et tout particulièrement le Haut-Karabakh, une région peuplée majoritairement d'Arméniens, mais faisant partie de la République d'Azerbaïdjan. En février 1988, le soviet local annonce, en l'absence des députés azéris exclus du Parlement, sa volonté de rattacher le Haut-Karabakh à l'Arménie. Les diplomates français estiment rapidement que ces tensions sont loin d'être anodines et prédisent déjà que le conflit est inextricable. Moscou rejette la demande arménienne de rattachement, mais les tensions entre Arméniens et Azéris s'intensifient. Rapidement, des massacres ont lieu en Arménie et en Azerbaïdjan. Les États du Caucase obtiennent leur indépendance de l'URSS fin 1991 dans ce contexte catastrophique. Les situations économiques sont déplorables, les situations militaires dépendent toujours des milices soviétiques, les situations humanitaires s'aggravent et les gouvernements sont à peine stables. En 1992, presque l'entièreté des troupes soviétiques quittent les territoires arméniens et azerbaïdjanais, laissant sur place les armes soviétiques. Les hostilités se transforment alors en véritable guerre ouverte dans le Haut-Karabakh. Même si l'Arménie ne prend pas officiellement part au conflit, les forces arméniennes et les forces azerbaïdjanaises mènent une guerre sanglante qui a de lourdes conséquences sur l'Arménie et l'Azerbaïdjan, notamment des pertes civiles importantes et des déplacements de population sans fin. Les troupes soviétiques commencent à se retirer du Haut-Karabakh le 23 décembre 1991. Le diplomate français à Moscou, Bertrand Dufour, remarque la confusion qui suit ce retrait. Il affirme notamment qu'aucune annonce officielle n'a été faite concernant ce départ et que la décision à l'origine de ce retrait des troupes reste inconnue. La réduction drastique des effectifs ainsi que la lassitude des unités pourraient justifier de cette décision qui, selon Bertrand Dufour, pourrait provenir des unités sur place plutôt que du gouvernement central. Alors que plusieurs journaux affirment que l'entièreté des troupes ont quitté le territoire, Bertrand Dufour apprend par le ministre russe des Affaires étrangères que le retrait définitif est prévu le 30 décembre. Ce départ soudain donne l'occasion aux forces arméniennes et azerbaïdjanaises de s'emparer du matériel militaire laissé sur place. Grad launchers, munitions et artillerie lourde sont récupérés. L'année 1992 marque donc le début de la guerre ouverte, mais les armées sont mal organisées et affaiblies par le départ des soldats russes qui les composaient principalement. Alors que les armées arméniennes et azerbaïdjanaises sont marquées les mois précédents par des soucis de recrutement, l'afflux de réfugiés ainsi que l'aggravation générale du conflit leur permettent d'augmenter significativement leurs effectifs. Les miliciens étant principalement des réfugiés azéris ayant fui l'Arménie, ils n'ont pour la plupart jamais suivi d'entraînement militaire. Une délégation internationale est envoyée sur place et dévoile ce manque total d'entraînement. Elle recommande alors qu'un entraînement officiel forme l'armée, notamment selon les principes du Code des conduites des Nations Unies, afin d'empêcher au maximum l'usage abusif de la force. Le diplomate Dufour perçoit initialement une supériorité militaire de l'Azerbaïdjan qui paraît absorber avec plus de facilité ses miliciens dans son armée officielle que le fait l'Arménie. Il considère alors que le désarmement des milices par les forces soviétiques restées sur le territoire, le peu de forces soviétiques restées sur le territoire, affecte bien plus l'Arménie que l'Azerbaïdjan, puisque les forces arméniennes sont considérées comme illégales alors que la majorité des forces azéries sont intégrées à l'armée azerbaïdjanaise. Dufour estime que cet avantage militaire dont bénéficie l'Azerbaïdjan est aussi dû au fait que la majorité des populations azéries d'Arménie ont rejoint l'Azerbaïdjan sous la pression de la guerre dès 1990, alors que de nombreux Arméniens d'Azerbaïdjan, notamment ceux du Haut-Karabakh, demeurent sur le territoire. Le diplomate à Moscou déplore alors, suite à un entretien avec le premier vice-ministre des Affaires étrangères du RSS, le fait que les pressions effectuées par les troupes soviétiques sur le désarmement des milices ne se fait que quasi unilatéralement sur des positions arméniennes. Un des diplomates français à Moscou, René Roudot,
retient que la situation militaire demeure difficile à estimer malgré des entretiens passés par Bernard Kouchner en 1992 avec notamment le commandant adjoint des forces de la CEI, le général Grachev. Dufour fait d'ailleurs le même constat quelques mois auparavant. On considère à cette période que l'Azerbaïdjan semble être mieux armé, notamment grâce à cette récupération d'armes dans les anciens dépôts soviétiques. Mais malgré ce prétendu avantage, Rudo fait remarquer que les Arméniens réussissent tout de même à prendre du terrain, notamment grâce à la prise de plusieurs villages stratégiques dans le Haut-Karabakh. Ces réussites militaires surviennent sûrement aussi à la suite de la récupération d'anciennes armes soviétiques par les milices arméniennes. En effet, alors que Dufour déclare son ignorance quant à l'état réel des armements dont disposent les forces arméniennes, un rapport de Human Rights Watch juge que les Arméniens réussissent aussi à ce moment-là à s'armer par ce moyen. Quelques mois plus tard, Dufour me confirme que Arméniens et Azéris continuent le pillage des dépôts d'armes et de munitions laissés sur place par les troupes soviétiques. Les forces arméniennes s'emparent notamment des stocks du quartier général du ministère des Affaires intérieures de l'URSS à Stepanakert, donc qui est le chef-lieu du Haut-Karabakh, tandis que les forces azerbaïdjanaises s'emparent notamment d'un dépôt de l'armée soviétique à Agdam. Les entretiens sur le terrain, donc notamment à Bakou, à Yerevan et à Stepanakert, avec les présidents ou encore les premiers ministres arméniens et azerbaïdjanaises, permettent à la diplomatie française d'obtenir davantage d'informations sur la situation militaire réelle. L'acquisition d'armes par les deux armées s'avère et amplifie la peur des populations civiles qui craignent les massacres. Rudo souligne notamment que les Arméniens du Haut-Karabakh sont apeurés face à l'approvisionnement soudain en armes des forces azerbaïdjanaises et redoutent un génocide. Cette réaction survient notamment à la suite du décret édicté par le premier président de l'Azerbaïdjan, Ayaz Mutalibov, qui donc édicte un décret nationalisant les armes soviétiques qui se trouvent sur l'entièreté du territoire de l'Azerbaïdjan. Ce problème potentiel de l'augmentation des horreurs par les populations civiles due à l'acquisition d'armes par les deux armées est confirmé par un rapport de l'Union des jeunes européens qui déplore les tirs, notamment de Grad Launcher, et qui déplore le fait qu'ils sont bien trop imprécis pour viser des objectifs déterminés et tombent donc au hasard parmi la population. En dépit de l'intensification des combats armés sur le terrain, force est de constater que ni l'Arménie ni l'Azerbaïdjan ne possèdent de véritables armées. L'Azerbaïdjan vient donc juste d'annoncer sa volonté de former sa propre armée nationale indépendante des forces de la CEI et commence donc tout juste à rallier ses forces. La diplomatie française réalise rapidement l'abondance dans le Haut-Karabakh de groupes armés irréguliers, aussi bien arméniens que russes que azéris. Outre le manque d'organisation totale qui caractérise ces différents groupes, le diplomate à Moscou, Bertrand Dufour, est effrayé par le manque de contrôle total qu'ont pas du coup les gouvernements azerbaïdjanais et arméniens sur ces combattants. Il parle même de guérilla dans le Haut-Karabakh où maintes groupes se battent entre eux. Des groupes d'autodéfense, des criminels, des mercenaires ou encore même quelques troupes restantes du ministère de l'Intérieur de l'URSS. La majorité des groupes sont dépendants d'eux-mêmes et composés de combattants indépendants. Certains sont même nourris et logés par les municipalités en l'échange d'assurer la sécurité et la défense des populations de ces 10 municipalités. Ces groupes armés peuvent tout de même être divisés en 3 groupes, donc les forces azéries appelées Omon, les milices arméniennes et le reste des troupes, des anciennes forces soviétiques. Ces dernières sont notamment positionnées sur la ligne de front entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En revanche, plusieurs estiment que leur présence ne favorise que l'envenimement du conflit. L'auteur Gaïd Minassian accuse notamment les forces soviétiques de vendre des armes aux combattants, tandis que lors d'un entretien avec le diplomate français à Bakou, Jean Perrin, le président azerbaïdjanais Elchibey, donc qui est le deuxième président de l'Azerbaïdjan, qui est élu le 7 juin 1992 à la suite de la démission de Mutalibov, accuse les Russes de livrer des armes aux deux parties en conflit. Il insiste sur le fait qu'il n'incrimine pas le gouvernement russe, mais plutôt le KGB ainsi que l'armée russe. Le diplomate Dufour confirme l'implication des forces russes, notamment du KGB dans le Caucase et la guerre du Haut-Karabakh,
dont un des rôles est supposé être le contrôle de la frontière arméno-azerbaïdjanaise. L'implication des unités de la 4e armée, et notamment du 23e régiment de fusiliers motorisés et de troupes aéroportées, en conjonction avec des forces du KGB et des ministères de l'Intérieur du RSS et d'Azerbaïdjan, a été reconnue depuis le début du mois de plus en plus ouvertement par les autorités de Moscou. Le rôle de l'armée russe dans l'aggravation du conflit s'avère notamment en février 1992 lors du massacre de Rojali, qui est une ville qui se trouve en plein milieu du Haut-Karabakh. Les forces arméniennes du Haut-Karabakh, accompagnées du 366e régiment de l'armée russe, fusillent et tuent des centaines de civils azéris, faisant de cette tragédie un des plus grands massacres de la guerre du Haut-Karabakh. Il est aussi à noter que lors du pogrom de Sumgait, qui a eu lieu en janvier 1990, donc Sumgait, c'est une ville qui est juste au nord de Bakou, le même constat avait été établi puisque les forces soviétiques sur place étaient accusées d'être restées passives face aux agressions et aux meurtres commis sur les Arméniens. Le drame de Rojali pousse Moscou à ordonner le retrait du 366e régiment du Haut-Karabakh en dépit du refus des Arméniens de perdre un si grand soutien militaire. Au début de mars 1992, des troupes sont envoyées à Stepanakert pour escorter le régiment, mais les Arméniens du Haut-Karabakh bloquent les routes pour empêcher leur départ. Les soldats sont finalement évacués par hélicoptère et laissent presque tout leur équipement, encore une fois, sur place. La tragédie enflamme alors la colère et la peur, et les équipements sont de nouveau réquisitionnés par les forces sur place. De nombreuses rumeurs courent que l'Azerbaïdjan est assisté par des mercenaires russes qui les aident notamment à utiliser l'ancien matériel de l'armée soviétique. La diplomatie française évoque de son côté le fait que l'aide des mercenaires russes s'applique aussi aux forces arméniennes et a sûrement d'ailleurs assuré nombre de leurs victoires en 1992. Aux yeux de beaucoup, la Russie est donc responsable de l'aggravation de beaucoup de conflits du Caucase et de l'établissement d'États de facto comme la République du Haut-Karabakh. Bertrand Dufour craint que la guérilla soit maintenant extrêmement difficile à arrêter et favorise l'enlisement du conflit et l'impossibilité de trouver une solution pacifique durable. Il remarque en effet que chaque tentative d'instauration d'un cessez-le-feu est suivie par une recrudescence de violents combats armés. L'accord de Железноводsk, signé en septembre 1991 donc par les premiers présidents de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, sous l'égide de la médiation russo-khazare, est notamment suivi de nombreuses prises d'otages et de massacres. Il établissait entre autres un cessez-le-feu et l'annulation par l'Arménie et l'Azerbaïdjan de tous les actes non constitutionnels pris concernant la région du Haut-Karabakh. Le diplomate Trudeau a un point de vue similaire à celui de Dufour. Il juge qu'à chaque fois qu'un compromis est signé, les violences s'intensifient. Il observe notamment ce phénomène à la suite de l'appel d'un cessez-le-feu par les ministres des Affaires étrangères arméniens et azerbaïdjanais qui provoque une hausse significative des combats à Stepanakert. Au fur et à mesure que le conflit s'enlise et que les combats s'intensifient, les forces arméniennes s'imposent et remportent de nombreuses victoires. La perception initiale de la diplomatie française de la supériorité militaire de l'Azerbaïdjan ne s'avère pas. Les milices arméniennes remportent en 1992 plusieurs grandes victoires stratégiques, dont la prise de Choucha, qui était un des derniers bataillons azéris et qui permettait notamment d'assiéger Stepanakert, donc le chef-lieu du Haut-Karabakh. Dans les victoires, il y a eu aussi la prise du corridor de Latchin, qui relie donc le Haut-Karabakh à l'Arménie, ainsi que la prise de la ville azérie de Rojali. Ces victoires permettent aux forces arméniennes de contrôler presque l'entièreté de la région du Haut-Karabakh. L'année 1993 est aussi le théâtre de plusieurs grands succès majeurs, notamment la prise de Mardakert, donc au nord du Haut-Karabakh, et de Kalbadjar. La prise de Kalbadjar bloque d'ailleurs la route principale vers l'Azerbaïdjan. L'auteur Sevag Torosian considère que la puissance et l'organisation des forces arméniennes, et notamment la montée en puissance du pilier militaire en Arménie, sont dues à l'investissement total de la population dans l'effort de guerre et au fait que les premières années de la République correspondent aux années de la guerre du Haut-Karabakh.
Nous pourrions donc nous demander pourquoi l'Azerbaïdjan réussit bien moins dans ce domaine alors qu'il y a un investissement similaire dans l'effort de guerre et que la République est finalement née dans exactement le même contexte de guerre que l'Arménie. Une réponse probable peut résider dans le fait que la population arménienne est dotée d'un très fort esprit de communauté et que la diaspora aide beaucoup le pays dans de nombreux domaines. De son côté, l'Azerbaïdjan est en proie à de grosses crises politiques qui déstabilisent grandement le pays et ne permettent guère les contre-offensives. L'armée nationale est notamment divisée entre les forces de Suret Huseynov et de Bakou. L'ambassadeur à Bakou, Jean Perrin, réussit à former une biographie autorisée de Huseynov et découvre que dès l'indépendance azerbaïdjanaise, il lie des liens avec le commandement des unités russes de la zone de Yevlar et achète clandestinement des armes aux Russes, jusqu'à de l'artillerie lourde comme des chars ou encore des hélicoptères. L'arrivée du Front populaire au pouvoir le propulse alors à la tête des troupes azerbaïdjanaises. Il est notamment confié un détachement qui comprend plus de 25 000 hommes. Ses nombreux exploits militaires dans le Haut-Karabakh favorisent davantage sa popularité, mais il est évincé en février 1993 suite à quelques défaites. La rumeur court que sa popularité auprès du peuple est mal vue par le pouvoir qui décide de le démettre de ses fonctions. Cependant, il conserve la fidélité de ses hommes, donc notamment plus de 2000 soldats de l'unité 709. Le gouvernement d'Elchibey ordonne la dissolution de cette unité en vain. La ville de Ganja est notamment détruite en juin 1993 par l'affrontement des troupes d'Elchibey et celles de Huseynov, qui d'ailleurs remporte la victoire et fait chuter le gouvernement d'Elchibey quelques jours plus tard. C'est alors Heydar Aliyev qui devient président par intérim avant d'être élu en septembre 1993 président. Les combats s'accompagnent naturellement de graves violations du droit international, autant de la part des Azéris que des Arméniens. Tirs indiscriminés, destruction de biens civils, pillages ou encore massacres sont légion. Bien que le rapport de Human Rights Watch juge Arméniens et Azéris coupables de nombreuses violations du droit, il incrimine davantage les Arméniens du Haut-Karabakh, soutenus par les forces de l'Arménie et de la Russie, dont les offensives ont engendré la grande majorité des violations du droit de la guerre de 1993. La prise de Kalbadjar et de toutes les provinces azerbaïdjanaises à l'est, au sud et à l'ouest du Haut-Karabakh s'accompagne de l'expulsion de la population civile. Il y a plus de 60 000 personnes qui sont forcées à fuir. Les violations du droit faites par les forces azerbaïdjanaises, selon le rapport de l'Union des jeunes européens, concernent notamment l'utilisation de bombes à fragmentation, interdites par le droit international naturellement. Pour conclure, la récupération anarchique du matériel militaire soviétique ainsi que la multiplicité des forces armées plongent le Haut-Karabakh dans une guerre de plus en plus violente et de plus en plus inextricable. L'incapacité de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan à contrôler les combattants enlise les tentatives de médiation qui échouent les unes après les autres. La victoire des Arméniens de la guerre de 1994 tient alors moins à une supériorité structurelle finalement qu'à une capacité plus grande à se rassembler et à construire une cohérence politique et militaire plus importante que l'Azerbaïdjan. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Candice pour cette communication. Arthur, je t'écoute. Et on t'écoute. Ensuite, c'est un conflit qui est encore contemporain, qui est encore actuel, c'est en 2023 avec la prise du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Est-ce que le fait que ce soit un conflit qui a encore lieu a un impact sur tes recherches, sur tes sources ou tout simplement sur ton sujet? Oui, malheureusement. Ça concerne notamment les archives, donc dont la plupart en fait finalement sont bloquées, autant au CADN que à la Courneuve finalement. Et donc oui, ça pose un gros problème parce que sur certains chapitres, on voit clairement qu'il y a des grands déséquilibres en fait entre le point de vue arménien entre guillemets et le point de vue azerbaïdjanais. L'année dernière,
objectif était plutôt de... Je voulais vraiment me concentrer sur les diplomates à Yerevan et à Bakou pour cette recherche. Et au final, il s'est révélé qu'en fait, je n'ai presque pas de télégrammes diplomatiques venant de leur part. Donc j'ai dû un petit peu modifier mon point de vue et donc m'appuyer sur le point de vue des diplomates français à Téhéran, à Moscou, encore à Ankara, enfin à des pays qui sont un petit peu, finalement, qui sont dans la guerre de manière un petit peu moins directe. Mais du coup, effectivement, ça pose un gros problème, malheureusement. Comment expliquez-vous que... Parlez plus fort, c'est plus on entend. Comment expliquez-vous que ce conflit ne fasse pas l'objet d'un écho très important sur la scène internationale, c'est-à-dire que ça reste un conflit très localisé et au final assez peu médiatisé? Je pense que ça s'explique d'abord par le fait que le Caucase, malgré tout, n'est une priorité un petit peu pour personne. Enfin, il faut le dire. Et après, je sais pas, j'ai pas forcément trop de réponses à ça, pour être très honnête. Je pense que, c'est même plutôt étonnant dans la mesure où l'Azerbaïdjan a de nombreuses ressources pétrolières qui intéressent beaucoup de monde, mais je ne sais pas, j'ai pas trop de réponses à ça. Justement, ça les intéresse, et pourquoi cette guerre, pourquoi l'Arménie revendique tellement, surtout qu'est-ce que la Russie doit faire là-dedans, parce que, ok, je crois qu'il y a beaucoup de population arménienne au Haut-Karabakh, je prends l'Arménie, mais la Russie, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Est-ce qu'il y a des ressources, quelles sont un peu les étendues de ces ressources au niveau de la région? D'accord. Est-ce qu'il y a des intérêts économiques dans la région? Économiques dans la région, c'est ça ma question. Ah oui, comme dit Monsieur Josserand, évidemment, c'est d'abord la volonté en fait de garder finalement le contrôle sur la région qui est ce que la Russie considère comme l'héritage de l'URSS. Et du coup, c'est quand même le Caucase est quand même le carrefour entre l'Asie et l'Europe. Et je pense que c'est aussi une manière un petit peu de protéger ses frontières du Sud qu'elle ne veut pas perdre finalement ce contrôle. Merci pour la présentation d'abord. Et ensuite, tu as parlé des mercenaires russes qui d'un coup prennent main forte à l'Azerbaïdjan, Bakou, à l'Arménie. Mais est-ce que, à part les Russes, il y a des mercenaires qui sont envoyés de façon internationale par d'autres pays, par exemple la Turquie qui a rallié l'Azerbaïdjan, comme ça? Un tout petit peu. De ce que j'ai retenu des TD, il y a un tout petit peu d'Afghans, quelques Saoudiens, mais c'est pas du tout... quelques Turcs aussi, mais c'est pas du tout franchement, c'est pas du tout la majorité, c'est plutôt une minorité même. Justement, quel est le rôle de la Turquie dans tout ça? Ils ont des liens avec l'Azerbaïdjan, mais est-ce qu'ils sont aussi impliqués que la Russie ou ils sont plus en retrait? Au tout début du conflit, la Turquie essaye vraiment enfin en tout cas c'est ce qui ressort des télégrammes diplomatiques, essaye vraiment d'adopter une posture plus neutre parce que on connaît tous, l'Azerbaïdjan est un peuple quand même turcique et donc elle a plus naturellement d'affinité avec, mais elle essaye vraiment d'adopter une position plus neutre en proposant même une médiation qui est naturellement refusée par l'Arménie par peur qu'il n'y ait pas assez d'impartialité finalement. Mais elle a quand même une position moins importante moins importante que la Russie en fait. Elle a même un petit peu du mal à prendre sa place et elle participe notamment à l'aide humanitaire, notamment avec la France, c'est l'objet d'un autre chapitre. Mais à part ça, ça dégénère rapidement et finalement, sa position d'impartialité, elle la tient pas très très longtemps. Vous l'appelez sur quelle chronologie? C'est 1988-1994, donc c'est vraiment février 88, au début des manifestations arméniennes, au cessez-le-feu de mai 1994.